Manon, alors toi, tu es historienne, vidéaste web, tu as la chaîne YouTube C'est une autre histoire, suivie par près de 690 000 personnes, et tu parles aussi d'histoire sur TikTok. On regarde. Les femmes qui ont milité de manière trop badass pour leurs droits. Aujourd'hui, la pacifiste en temps de guerre, Hélène Briand. Marie-Antoinette, c'est sans doute la reine la plus célèbre de France, peut-être une des plus célèbres du monde. Ces femmes qui auraient une carrière de dingue si elles n'avaient pas croisé la route d'un homme. Aujourd'hui, Dorama. Enfermer les pauvres et les faire travailler pour se faire un max de thunes, c'était autrefois la solution de l'Angleterre pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Comment ils ont fait pour survivre plus de 15 ans sur cette île? Et qu'est-ce qui leur est arrivé à la fin? Donc Manon disait, c'est quand même une période où vous chômez pas, quoi. Il y a beaucoup de boulot, j'imagine, des collaborations peut-être avec des musées. Oui, carrément. Il se passe des choses. Tout à fait. Moi, j'ai l'occasion de faire des collabs avec des musées pour promouvoir leurs expositions diverses et variées. Et il n'y a pas si longtemps, justement, j'en ai fait une avec le CHRD de Lyon. C'est le centre de la résistance, le centre historique de la résistance et de la déportation, où on a parlé d'une résistante dont on parlera peut-être tout à l'heure, Madeleine Riffaut. Avec plaisir. Et vous avez aussi fait des vidéos qu'on verra dans la seconde partie et qui sont assez folles. Vous, Florian, avec Julien Aubray et François Clavier, vous avez créé la chaîne YouTube Mamie Twink. Elle est suivie par plus de 2 millions d'abonnés. Vous avez commencé sur YouTube en 2009. Et au début, vous jouiez plus aux jeux vidéo. C'était plutôt ça que l'histoire. On a retrouvé une petite archive pour vous, Florian. Voici Florian, alias Mamie Twink. Depuis 5 ans, cet étudiant en informatique se passionne pour World of Warcraft, un jeu de rôle en réseau qui permet d'évoluer dans un univers fantastique. On incarne un personnage virtuel, personnage qu'on doit entraîner, améliorer en faisant des quêtes, tuant des monstres. Depuis décembre dernier, Florian anime avec les moyens du bord une émission hebdomadaire dédiée au jeu. C'est la seule du genre diffusée en langue française sur le net. On aime bien avec les moyens du bord. Après les jeux vidéo, vous faites des vidéos d'exploration des lieux abandonnés et insolites. Je suis pas tout seul aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, c'est monsieur Stéphane Bern. Qu'est-ce qui m'a pris? Non mais quelle mouche m'a piqué l'accepter. Oui, mais c'est pas évident de descendre de travers. Bon ben on redescend nous hein. Allez. On a relevé notre pari. On voit que vous vous tenez aux poutres quand même tous les deux. Oui, on n'est pas très rassurés. Vous êtes un peu inquiet. Alors ici, on se trouve dans un des lieux les plus anciens des catacombes. Il faut savoir que cette salle, c'était une carrière déjà au Moyen-Âge. On est ici à quelques centaines de mètres du réacteur 4, là où a lieu la catastrophe nucléaire il y a 33 ans. Il faut donc qu'on fasse très attention aux doses de radiation auxquelles on va s'exposer. Et un jour, vous décidez de faire des documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui les amis, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire d'Ilse Kor, la femme du commandant du camp de concentration de Buchenwald, qui était surnommée la sorcière de Buchenwald. Un ancien gangster britannique qui est passé de voyou le plus recherché du Royaume-Uni à espion pour les nazis avant de devenir l'un des agents doubles britanniques les plus précieux de la Seconde Guerre mondiale. Klaus Barbie, le boucher de Lyon. On va s'attarder sur la façon dont il a été piégé pendant une interview pour la télévision française. Et cette dernière vidéo, Florian, justement sur Klaus Barbie, qui est quand même un des plus grands criminels de la Seconde Guerre mondiale, elle a été vue plus de 9 millions de fois. L'histoire est folle. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Oui, l'histoire est incroyable et c'est en quelque sorte la petite histoire dans la grande histoire. Parce que Klaus Barbie, tout le monde a déjà entendu ce nom, le boucher de Lyon, qui est à l'origine de la déportation des enfants d'Isieux, donc des orphelins, vers le camp de concentration d'Auschwitz. Klaus Barbie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il réussit à s'échapper vers l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il prend une toute nouvelle identité avec sa femme et ses enfants. Il n'est plus Klaus Barbie, il devient Klaus Altmann. Et il reprend en fait le travail qu'il menait pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, désormais pour les dictateurs sud-américains. Mais des chasseurs de nazis vont se mettre sur la trace des criminels en fuite, dont notamment le couple Klarsfeld, qui est très connu. Et ils vont retrouver la piste de ce fameux Klaus Altmann, qui suspecte fortement d'être Klaus Barbie. Ladislas de Hoyos, un célèbre journaliste de son temps, présentateur du 20h, flaire le bon coup. Et il se rend sur place en Bolivie et, contre toute attente, il parvient à décrocher une interview avec Klaus Altmann, les images qu'on voit là. Et c'est là vraiment, c'est un coup de génie. Il se dit, c'est une opportunité unique pour démasquer cet homme qui est quand même recherché par la France pour être jugé.
et il lui tend un piège. C'est-à-dire que en pleine interview, il va lui passer des photos. Une photo de Jean Moulin, héros de la Résistance, que Klaus Barbie a fait arrêter, et qu'il a torturé à mort. Il nie tout en bloc, sauf que le piège s'est déjà refermé, puisque en prenant les photos en main, il a posé son empreinte digitale dessus. C'est son ADN qui l'a confondu. Il faudra attendre quasi 10 ans pour qu'il soit extradé vers la France. Et des histoires comme ça, Florian, il y en a plein, ton compte Mamie Twink, c'est impressionnant. Je me demandais à tous les deux comment était née cette appétence pour l'histoire. Manon, comment c'est venu chez vous? Moi, pour l'histoire de l'art, c'est ma mère qui me baladait dans les musées en racontant les mythes et les légendes qu'il y a dans les tableaux, parce que j'ai fait ma thèse sur la mythologie et tout. Parce que vous êtes doctorante. Docteur maintenant. Docteur en droit, Ouais. bravo. Docteur en histoire, pardon. Et surtout, en prépa littéraire, j'ai eu des profs géniaux, et ça, en général, voilà. Donc, Comment vous Bonheur, travaillez mais c'est tous les génial. deux pour faire vos vidéos? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une équipe de recherche? Comment vous procédez? Comment vous travaillez? Moi, me concernant, maintenant, je travaille avec des documentalistes qui me préparent des sujets. Donc, il y en a un avec qui je travaille régulièrement, Vincent. Et sinon, ponctuellement, je fais appel à d'autres qui sont des historiens, des historiennes, des étudiants qui font leurs recherches et qui me proposent des sujets. Donc, du coup, ils sont ultra spécialisés dans ce qu'ils me proposent et je sais que ça va être de la doc bien faite, tout simplement. Et après, équipe de tournage et quelqu'un au montage pour aller plus vite, parce que sinon, impossible de tout faire soi-même maintenant, mais voilà. Et vous, Florian? Pareil, on a une équipe de 10 personnes. Alors, on m'a vu au début, en 2011, dans ma chambre Il y a eu un d'étudiant. peu de taf depuis. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, aujourd'hui, on a une société de production, 10 personnes, et on a la chance de travailler avec un historien, Patrick Godefard, qui est enseignant d'histoire en lycée, et désormais aussi salarié de notre entreprise, qui relie les scripts et vérifie la véracité historique de nos propos. Charlotte, toi, tu voulais nous parler d'un phénomène, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a le meilleur autour de l'histoire avec ce que vous faites, mais parfois il y a des petites dérives. T'écoutes. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits où la décence impose de ne pas se prendre en photo? C'est la question que s'est posée une journaliste qui a posté cette image sur les réseaux sociaux. C'est une femme donc qui se fait prendre en photo sur les rails du camp d'Auschwitz. Et ça a choqué vraiment beaucoup de gens sur Internet, mais pas que. Ça a aussi choqué les gens ça a aussi choqué les responsables du mémorial. Et sur Twitter, ils ont rappelé à l'ordre les visiteurs en écrivant ceci. En venant à Auschwitz, les visiteurs doivent garder à l'esprit qu'ils pénètrent dans un site authentique de l'ancien camp où plus d'1 million de personnes ont été assassinées. Respecter leur mémoire. Et c'est pas la première fois que le mémorial demande aux visiteurs d'être plus respectueux. Déjà en 2019, on voyait des gens qui se prenaient en photo sur les rails, mais il y a pire. Dans le niveau d'indécence. Sur TikTok, une tendance montrait des gens se déguiser en victimes des camps de la mort qui mimaient leur propre décès. Donc là, on ne va pas vous montrer les images parce que c'est vraiment trop indécent. Le mémorial d'Auschwitz, c'est pas le seul lieu de mémoire où des gens se prennent en photo comme s'ils étaient à la plage. C'est aussi le cas du mémorial de la Shoah à Berlin. Et ce comportement, ça a outré un artiste israélien, petit-fils de déporté, qui a décidé de répondre à tous ces gens en remettant ses photos dans leur contexte historique. Et là, c'est pas vraiment la même chose, ça donne pas le même effet. Voilà, donc il reprend ces photos-là et il les remet dans le contexte. Et donc tout de suite, on voit directement l'importance le contraste est... Voilà. Le projet s'appelle Yolocaust et l'idée est de montrer donc l'absurdité de ces comportements. Je voulais vous demander à tous les deux, est-ce que ce genre de comportement, ça montre qu'il y a une méconnaissance de l'histoire? À mes yeux, c'est un croisement d'une distanciation d'une génération avec un drame historique. On va en reparler tout à l'heure avec le sujet de la nazis-exploitation, mais bref. Donc il y a ça, d'une part, et un détachement des générations nouvelles par rapport à ces événements traumatiques. Et il y a forcément une incompréhension de ce devant quoi ils sont. Et il y a une modification du tourisme par les réseaux sociaux qui est très forte. Genre vraiment, Instagram, c'est devenu un... En fait, maintenant, on voyage pour aller se prendre en photo à un endroit et plus tellement pour faire le voyage en lui-même. Donc je pense que cette mouvance, ça fait que c'est des comportements qu'on reproduit partout. Et si on n'est pas trop au fait de où on est, bêtement, on va se comporter pareil et faire des selfies au même endroit, sans forcément vouloir être offensant, en fait. Mais, voilà. Alors justement, est-ce que sur vos comptes, dans votre travail, ça fait partie aussi de votre métier, pas de recadrer, mais de réinformer, de corriger aussi? On voit, il y a beaucoup de fake news. C'est pas le monopole de l'actualité, la fake news. C'est aussi, on trouve des fake news historiques. C'est une grosse partie de votre boulot, ça? Oui, on passe beaucoup de temps à travailler sur
nos sujets, à se documenter, à vérifier les informations, à croiser les informations. C'est essentiel pour le travail de pédagogie qu'on fait, de transmission d'histoire, de vérifier. Surtout aujourd'hui, à l'ère du numérique, où on peut faire une photo, une story, sans vraiment vérifier le fond, et soi-même se faire piéger par une simple recherche qu'on a fait sur Google et qui nous a mené vers un article qui n'est pas forcément sourcé. Ça demande énormément de temps, mais en fait, comme toute chose. Et juste pour rebondir sur les images qu'on a vues, c'est choquant parce qu'on a l'habitude de travailler avec les images de l'Holocauste, de la découverte des camps par les Alliés. Ce sont des images qui sont très difficiles à voir et c'est vrai que c'est choquant. Et pour répondre aussi à votre question, je pense qu'il y a aussi une part un peu de bêtise. Enfin, c'est un manque total de bon sens. Est-ce qu'il vous arrive justement de devoir recadrer, de répondre en commentaire, par exemple, rediriger plus diplomatique? Ouais, répondre aux commentaires, ça peut arriver. Je sais que moi, je rebondis pas tout le temps sur l'actualité parce que, en fait, ça fait rentrer dans une logique journalistique qui n'est pas forcément la mienne. Mais là, par exemple, avec les déclarations de Gims sur l'histoire qu'il y a eu, etc., il y a plein de profs sur TikTok, notamment Yann Toucourt, qui se sont fait une joie de répondre et heureusement qu'ils sont là pour le faire et tout. Enfin, moi, perso, je le fais pas souvent parce que j'ai pas envie d'être dans l'actu chaude, etc. Mais sinon, heureusement que ça se fait beaucoup et qu'il y a une balance, ouais, tout à fait. Manon a un concept que Philippe Royer maîtrise à peu près, mais vous allez nous expliquer, Manon, c'est la nazi-exploitation. Rien que le nom, ça fait peur. Les amis, figurez-vous qu'il existe un courant cinématographique des années 70. Vous n'êtes pas prêts de films érotiques nazis. Enfin, je veux dire, où on voit des nazis érotisés. Prenons 2 secondes pour digérer cette information. Comment est-ce que c'est possible que ce soit arrivé? Vous êtes peut-être en train de vous dire, je comprends. Et qu'est-ce que ça implique tout ça? Je suis Manon Bril et vous regardez C'est une autre histoire. Et aujourd'hui, on parle de la nazi-sexploitation. Du coup, vous vous dites peut-être aussi, mais pourquoi s'intéresser à des films qui mélangent nazisme et érotisme? Ça a l'air horrible et qui sexualisent un contexte dramatique de l'histoire. Eh bien parce qu'ils sont symptomatiques et révélateurs d'une époque et de la complexité du rapport à la sexualité d'une part et au passé d'une autre, en particulier lorsque celui-ci est particulièrement horrible. Qu'est-ce que c'est que ce concept de fou, de nazi-sexploitation? Ça tourne un peu la tête, déjà, avec l'idée. Ça va pas. En gros, la nazi-sexploitation, donc c'est un courant cinématographique des années 70 qui érotise le nazisme. Nazi-exploitation, ça vient de la contraction de nazi, sexe, ça vous l'avez entendu, et exploitation, parce que c'est les films d'exploitation, donc les films de série B, tout simplement, qui fleurissent dans les années 70 parce que l'industrie du ciné devient prospère, etc. Et ces films de base, les films de série B, ils ont pour caractéristique de faire ce qu'aujourd'hui on appelle du putaclic, c'est-à-dire c'est des sujets extrêmement aguicheurs, avec des exploitations, des tabous, c'est pour ça qu'on dit film d'exploitation. Le thème du nazisme a été exploité par des gens qui faisaient ces films-là, notamment. Et donc, en vrai, ça fait pas si longtemps que ça que les historiennes et les historiens ou les spécialistes d'études cinématographiques s'intéressent à ça, parce que forcément, c'est rebutant, c'est bien normal. Mais en fait, c'est aussi un objet d'histoire intéressant parce que c'est un révélateur de comment, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, des générations postérieures. Donc là, on est dans les années 70. La jeune génération de ces années-là, c'est pas une génération qui a vécu la guerre, c'est leurs aînés ou leurs parents qui, eux, sont à cette époque plutôt très silencieux sur la question, etc. Et comme le nazisme, les nazis, c'est à la fois des figures, évidemment, d'autorité excessive et de violence extrême, mais aussi extrêmement élégantes, c'est-à-dire avec leurs uniformes Hugo Boss, etc. Les images sont hyper volontairement travaillées, esthétiques dans les régimes totalitaires en général. Donc c'est une figure parfaite pour des films érotiques SM, en gros. Voilà, donc oui, ça fait des frissons. C'est bizarre. Mais si vous voulez tout savoir sur la nazi-exploitation, il faut aller voir sur la chaîne YouTube de Manon Bril.